travail. Est-ce que c'est un travail qui vous plaît? D'accord. Ah, je pensais qu'il fallait répondre à la question avec un... Tu peux répondre avec des mots. Le profil, en tout cas, qu'on retrouve beaucoup dans les étudiants, c'est des étudiants, oui, qui aiment beaucoup les langues, les cultures et qui, en général aussi, ont un lien très fort déjà avec, du coup, une autre culture autre que maternelle, en fait. Donc, souvent, c'est aussi des étudiants qui sont bilingues et des personnes qui aiment voyager. Donc, c'est vrai que l'enseignement du FLE, c'est un bon moyen ensuite pour pouvoir trouver du travail, même à l'étranger, et donc vivre une expérience autre que celle qu'on vit souvent quand on fait des études que donc dans son pays d'origine. Et ça ouvre donc d'autres perspectives, pouvoir voyager, aller à l'étranger, aller vers l'autre et comprendre mieux les autres. Les motivations pour intégrer le cursus sont multiples. Si vous aimez la langue française, vous aimez la francophonie et que vous avez cette envie en vous de transmettre votre langue et culture d'origine, ce sont des motivations fortes. Si vous êtes passionné par les langues asiatiques et que vous avez pour projet d'aller à l'étranger, notamment en Corée ou au Japon ou en Chine, ce sera toute une occasion, en tout cas, de vous former et de vous aguerrir afin d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir transmettre le français et enseigner le français. Comment est-ce que je fais pour faire la plus petite modification possible de mon code? Après, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'identifier les phrases, donc d'identifier les blocs, vous sortez les blocs, et vous renvoyez vous, bloc par bloc, vous envoyez ça à votre fonction qui est une phrase. Et ainsi de suite. D'accord? Et plutôt que de commencer par traiter le problème général, essayez toujours de simplifier comme ça. Bon, je forme des étudiants aux différentes méthodes d'apprentissage statistique avec pour objectif d'utiliser ces méthodes dans des applications qui utilisent du texte, qui portent sur du texte, donc aussi bien des applications industrielles, donc la traduction automatique, le filtrage de contenu, mais aussi des choses, on va dire, plus orientées vers la science, donc le traitement des langues rares, la documentation automatique. Okay. Et donc là, en fait, vous avez une astuce. Plutôt que d'avoir des line 0 égale à machin et tout ça, essayez d'utiliser au maximum des fonctions de haut niveau. Vous avez start with, vous avez les splits ou ce genre de choses. Parmi les trucs. J'essaye de faire un petit bloc et petit à petit, je rajoute des trucs. Donc c'est une des spécificités de la formation, d'aller de bout en bout, donc on va dire de la linguistique avec la spécification des problèmes, en passant par les mathématiques, les probabilités, donc pour la modélisation des solutions, et derrière une partie implémentation, donc on va vraiment rentrer dans le code pour faire en sorte que l'ordinateur soit capable de répondre aux questions qu'on lui pose. C'est un cours de machine learning, c'est donc d'intelligence artificielle. Avec M. Widzinski, on a un projet. On doit faire une intelligence artificielle dans ce cours-là qui résout une question. Et la question, en l'occurrence, c'est de créer une intelligence artificielle qui puisse trier les spams ou les mails. Et donc qui puisse lire un mail et savoir si c'est un mail ou pas. Si par exemple il y a nos félicitations ou clients ou centièmes ou cliquer sur ce lien, eh ben, il va se rendre compte qu'il y a beaucoup de références de ces mots-là dans les spams, alors que félicitations, à part quand il y a notre grand-mère qui nous écrit pour notre bac ou pour notre embauche, on n'a pas beaucoup de félicitations dans nos mails. Et voilà, donc c'est ce qu'on fait, on apprend la machine à reconnaître grâce au vocabulaire. On teste la machine en lui produisant des mails on sait déjà si c'est des spams ou pas, et on regarde si ces résultats correspondent à ce qu'on sait. Alors, en face de toi, tu as une expérience qui va commencer, donc il faut que tu lises les consignes qui vont t'expliquer ce que tu vas pouvoir faire au cours de la séance. Une fois que tu auras lu, je te pose le casque de l'oculomètre sur la tête. Ce casque, je vais le régler correctement de façon à ce que les caméras devant soient devant tes yeux et puissent enregistrer le mouvement de tes yeux durant l'expérience. Ça permet en fait de
voir comment est traitée l'information à la lecture et traiter aussi l'information, comment elle s'enregistre grâce à ces mouvements-là. Et plus globalement, comprendre un peu mieux la communication entre les humains. Ok. Ah ouais, c'est lourd. Ouais, c'est un peu lourd. Par contre, il ne faut pas que tu bouges. Par ici. Avec ta main, je suis pas sûr. Là. Non, ça va. Parce que sinon, je peux essayer de la décaler encore un peu. Hein. Non, ça va là. Ok. Ah ouais, c'est méta comme temps. Hop. C'est parti. Et le but, c'est d'être le plus naturel possible, même si le contexte n'est pas très naturel, puisqu'on est dans une salle d'expérience, mais c'est d'essayer de recréer la parole dans le milieu naturel, et pour l'oculométrie, vraiment suivre le mouvement des yeux et pas que la personne se sente obligée de fixer chaque partie de l'écran. Elle doit faire totalement abstraction de cette chambre sourde, du coup, et aussi l'écran en face de soi et être le plus naturel possible. Ce qui n'est pas forcément toujours très évident. The boy will touch the necktie and the razor. The boy will give the ball to the bear. Dès le début, dès qu'on entre en L3 de linguistique ou en master, on peut vraiment avoir très rapidement accès à tous ces équipements. C'est pas juste un rêve qu'on a en se disant peut-être qu'en doctorat on y aura accès. Non, du tout. On a vraiment accès très très rapidement. Et puis même en tant qu'étudiant, on peut même participer soi-même en tant que sujet à des expériences faites dans le laboratoire. Il y a des offres assez régulièrement pour participer à des expériences et faire avancer un petit peu plus la recherche chaque jour.